Pourquoi choisir Humanis Social? Elle s'adapte à tous les profils, travailleurs salariés, publics privés, travailleurs indépendants, personnes économiquement faibles. Elle couvre le reste à charge de toute branche d'assurance maladie. Mettre les logos d'assurance privée disponibles inclut celui de l'ACNAM-GS. Elle couvre par des remboursements la totalité des dépenses de santé, médecine générale, médecine spécialisée, séjour hospitalier et actes opératoires, laboratoires et médicaments, maladies courantes et longue durée, les besoins en optique, etc. Elle rembourse le ticket modérateur plus GAP, ACNAM-GS, le tiers payant, assurance privée. Elle octroie des aides sociales, naissance, mariage et décès. Elle met à la disposition de ses adhérents une assistance sociale, immatriculation ACNAM-GS, une cellule d'écoute et d'assistance administrative. Elle effectue des remboursements dépenses santé à l'international, exclusivement zone France. Pour plus d'informations, appelez au 062 55 35 23. 062 55 35 23. L'écriture de ce livre part de plusieurs choses. D'abord, de ma propre expérience, de mon vécu. Lorsque j'étais jeune, j'étais syndicaliste étudiant et en 1994, j'ai été exclu de l'université. Je n'ai pas eu le temps à l'époque et je n'ai pas eu la capacité de me défendre parce que j'étais jeune. Je n'avais pas à l'époque les relations que j'ai pu acquérir par la suite. Je n'avais pas le carnet d'adresse que j'ai aujourd'hui. Je n'avais pas la parfaite connaissance des impacts que ça pouvait avoir. Et aujourd'hui encore, c'est une histoire qui reste dans la mémoire collective. Et j'ai souhaité, cette fois-ci, écrire pour que certaines choses ne s'impriment pas négativement. Lorsque j'évoque cette question de l'université, j'aimerais que certains comprennent bien de quoi il s'agit. Il y a eu un mouvement étudiant et puis un recteur a été malmené. Je n'étais pour rien dans cela, je ne l'ai jamais touché. Jamais été à moins d'un mètre de lui. Je l'ai écrit dans le premier essai que j'ai publié en 2007, et si on en parlait. Et depuis 2007 que j'ai écrit cet essai, je n'ai eu aucune version contraire. Toutes les personnes que j'ai citées comme témoins, personne n'a contesté ma version des faits. Et nous étions 39 étudiants à avoir été exclus, 39 sur une liste officielle d'exclus. Sur les 39, il n'est resté que 3 à 4 parce que chacun est allé voir un parent haut placé, chacun est allé voir un directeur général, un ministre, un député. Et progressivement, la liste s'est réduite à 3-4 personnes qui, malheureusement, ne connaissaient personne en haut, n'avaient aucun contact au sommet. Et moi, j'étais estampillé opposition et j'avais à l'époque pris position contre Omar Bongo. J'avais publié une lettre dans les journaux gabonais pour condamner la prise de pouvoir par Omar Bongo, ce qu'avait estimé la fraude électorale, le coup d'État électoral d'Omar Bongo en décembre 1993. C'est un événement pour lequel je me suis dit plus jamais. Plus jamais je ne laisserai d'autres raconter mon histoire. Plus jamais je ne laisserai le soin aux autres de raconter ma vie. Ce que j'ai vécu, je l'ai vécu avec ma réalité, avec mes émotions, avec mes sensations, et aussi avec mon objectivité. Et la seule chose dont je pouvais disposer, c'était l'écriture. J'ai partagé le projet d'écriture avec mon épouse. Au début, elle était réticente parce qu'il y a toujours des risques à écrire, risque que les choses soient contestées, risque que les gens n'assument pas, risque aussi peut-être que la mémoire flanche. Mais j'ai décidé dans ma vie de ne rien engager sans m'assurer que les miens me soutiennent. J'ai donc pris le temps de la convaincre, elle, de convaincre 2 ou 3 personnes de ma famille et 1 ou 2 amis avec qui j'ai échangé. Et au début, il a fallu trouver un titre. J'ai commencé l'écriture avec en tête un titre, c'était le quiproquo permanent. Le quiproquo parce que il y a ce que nous disons, il y a ce que nous faisons, mais il y a aussi ce que les gens entendent, ce que les gens perçoivent. Et parfois, il y a un hiatus entre ce qu'on a voulu dire et ce que les gens ont retenu de ce qu'on a voulu dire. Je suis donc parti avec ce titre de quiproquo permanent. Et une amie qui m'est très proche m'a dit « Ah, mais ce ne sera pas le titre de ton livre, parce que le titre, c'est à la fin qu'on le trouve. »
Et donc, j'ai commencé l'écriture du livre sans avoir un titre. Et puis, le titre m'est venu totalement à la fin. À la fin. Ce livre, en réalité, c'est ce que je sais des 14 années du bilan d'Ali Bongo, avec ses forces et ses faiblesses, avec ses réalisations concrètes, avec des annonces importantes qui ont été entendues par les Gabonais et qui ont suscité des attentes importantes, notamment les fameux 5 000 logements par an et qui n'ont pas été réalisés. Mais c'est aussi l'engagement profond de rééquilibrer la relation avec la France. Ali Bongo a pris des décisions fortes qui lui ont peut-être valu des incompréhensions, mais qui se sont traduites au Gabon par de vraies réalisations. La zone économique spéciale d'un COC n'aurait pas eu lieu si Ali Bongo n'avait pas décidé de la transformation locale des matières premières, notamment le bois. Nous exportions les grumes brutes et ça ne rapportait pas grand-chose, ça ne créait pas de l'emploi. Ce livre, c'est aussi le côté politique, la gestion de l'État avec ses difficultés, avec ses contradictions, avec des personnes à la légitimité douteuse, mais qui, du seul fait de la proximité avec le président, du seul fait de leur nomination, du seul fait de la proximité avec certains membres de la famille du président, ont pris le dessus sur les institutions. C'était le cas hier, mais malheureusement, c'est encore le cas aujourd'hui, et je l'évoque également dans le livre. Le livre, c'est aussi la part des combats internes qui ont été menés pour faire aboutir certains projets. J'ai souhaité que dans ce livre, il y ait du moi. Il y ait du moi dans ce que j'ai pu faire, mais dans aussi ce que j'ai loupé. J'en parle. Je fais le point de mes 3000 jours de membre du gouvernement. Le ministre de la Communication à Premier ministre, je dis ministère par ministère, quelles ont été les réalisations. Ce que nous avons pu faire dans des difficultés, parfois en allant chercher avec les dents les ressources financières, parfois auprès de partenaires économiques pour réaliser les choses. Un exemple de ce qu'on allait chercher chez les partenaires économiques, c'est la construction à Port-Gentil de la salle Canal Olympia. Je raconte cela rapidement dans le livre, mais une petite anecdote dessus. Je suis ministre de la Communication et de la Culture et nous recevons Vincent Bolloré au palais. Et j'avais fait mettre dans le code de la communication la redevance audiovisuelle et cinématographique. Et Vincent Bolloré vient et dit au président, si on applique ça au Gabon, ça va être difficile pour Canal Plus en Afrique parce que tous les Africains vont essayer de le faire. Et le président me demande l'effort qu'on peut faire. Je lui dis non, mais c'est une loi, on va appliquer la loi. Le seul effort possible, c'est de le lisser dans le temps, mais on va appliquer la loi. Et je dis au président, mais M. Bolloré a construit partout en Afrique de l'Ouest des salles Canal Olympia, y compris au Cameroun, mais au Gabon, où ce monsieur fait des bénéfices importants. Le Gabon était à l'époque, je ne sais pas quels sont les chiffres aujourd'hui, le deuxième pays après la Côte d'Ivoire qui générait des ressources importantes pour le groupe Canal en Afrique. Et j'ai donc demandé à ce qu'un effort soit fait. On a obtenu l'accord pour construire une salle de cinéma et de spectacle à Port-Gentil, à Libreville et à Franceville. Nous avons pu faire cette salle à Port-Gentil, grâce notamment à M. Michel Essongué, à M. Aperano, qui ont pu mettre à disposition un terrain de 3 000 m². La salle existe. J'avais exigé que les films sortis en France le mercredi soient vus au Gabon le jeudi, et cela a été obtenu. Malheureusement, Libreville n'a pas pu trouver un terrain de 3 000 m². Je suis allé voir à l'époque Mme Rose Osouka, qui était maire de Libreville. Elle s'est battue, on n'a pas pu trouver un terrain. J'ai dû aller voir l'archevêque de Libreville, Monseigneur Vengon à l'époque, qui nous a donné un terrain, montré un terrain à côté de l'Immaculée, mais il fallait faire des travaux d'à peu près 300 000 €. J'avais pas ça dans le budget, mais Bolloré a gardé cet argent. Et à ce jour encore, je les ai rencontrés, cet argent est encore disponible. Malheureusement, Libreville, qui manque de salle de cinéma, qui manque de salle de spectacle, n'a pas pu trouver 3 000 m². Vous voyez, des anecdotes comme celle-là montrent bien qu'à la gestion de l'État, il y a parfois des limites que les Gabonais ne comprennent pas, mais qui tiennent à ce genre de détails, le foncier. L'État ne dispose pas d'un foncier propre quand il veut faire un projet.
Ce livre, c'est également l'expérience à l'international, avec les affaires étrangères, où les dossiers importants ont été gérés, notamment le traité de la CEAC, traité révisé de la CEAC. Nous sommes parvenus à faire adopter ce traité aux 11 États membres et à mettre en place la commission de la CEAC. Celui qui m'a succédé, M. Pakom Obele, a mené à terme ce projet que nous avions largement entamé. Mais c'est aussi la question politique politicienne. On m'a beaucoup reproché d'avoir pris certaines positions en 2016 dans le contexte post-électoral. On a fait comme si ces positions étaient mes positions à moi. Oui, j'ai mis du mien dans la manière de dire, et peut-être cette manière de dire a pu heurter. J'en suis désolé. Si parfois j'ai pu employer des termes qui ont heurté les Gabonais, j'en suis vraiment désolé. Mais j'ai dit les choses telles qu'on m'a demandé de les dire. Quand je parle du bilan des morts, j'ai dit qu'il y a eu 8 morts. C'est vrai qu'au début, quand j'étais en France et que j'ai appelé le Gabon sur les émeutes, on m'a dit qu'il y a eu un mort dans un magasin. J'ai dit cela à la télévision. Mais en rentrant au Gabon, on a fait le point et le chiffre est monté à 8 morts sur l'ensemble du territoire, dont 3 à l'intérieur du pays et 5 à Libreville. J'ai toujours tenu ce chiffre-là. Et pas seulement moi, le gouvernement a tenu ce chiffre, parce que c'est un chiffre qui n'est pas de Bidi Binze. Je n'ai pas eu les moyens, moi, en tant que Bidi Binze, d'aller vérifier. Je m'en suis tenu à ce que les services de l'État, notamment les services de la police et de la gendarmerie, ont communiqué comme chiffre au ministère de l'Intérieur et qui a communiqué ces chiffres-là au porte-parole que j'étais. Donc ce n'est pas des chiffres de Bidi Binze, c'est les chiffres du gouvernement communiqués par les structures officielles de l'État. C'est ce qu'on a fait. À côté de cela, l'opposition a toujours dit qu'il y avait eu des charniers. Et dans le livre, je pose la question. Puisque vous dites qu'il y a eu des charniers et que le chiffre que nous avons communiqué est contesté, mettons donc en place la commission Vérité, Justice et Réconciliation pour que nous sachions ce qui s'est réellement passé. Et là, personne ne veut que j'en parle. Et ce livre, c'est aussi cela, à savoir, on ne peut pas, en 2024, empêcher que des citoyens puissent s'exprimer. J'ai décidé que mon histoire ne sera plus racontée par quelqu'un d'autre. En 1994, mon histoire, j'ai laissé d'autres la raconter. Ce qui fait que les enfants qui sont nés après moi, qui sont allés à l'université, on a parlé de moi en disant, c'est celui-là qui a déshabillé le recteur. Mais ceci n'a jamais été prouvé. Et je le dis encore une fois, 39 personnes avaient été exclues, nous sommes restés 3. Et j'ai fait un livre en 2007 où j'ai donné ma version des faits, ça n'a jamais été contesté. C'est 6 mois J'ai travaillé pendant 6 mois. Au début, j'ai réuni une petite équipe pour faire de la recherche parce que j'avais besoin d'être certain que ce que j'écris, je peux le prouver. Et ensuite, j'ai écrit parfois à la maison, tard le soir, souvent au bureau. Je suis allé au bureau. Et quand je vais faire ma petite marche en forêt, j'y réfléchis. Je sors de là, j'arrive, j'écris des choses. Il y a des ratures, il faut recommencer. Il y a des éléments où tu te dis, ah mais tiens, j'aurais pas dû le dire comme ça. J'ai par exemple tenu à ce que chaque chapitre du livre s'ouvre par une petite citation. Et j'aurais dû vous le dire au début, c'est-à-dire que je tombe sur une lecture. C'est une déclaration, une affirmation de Sénèque, et qui dit qu'en réalité, ce qui reste de nous après notre mort, c'est ce que nous aurons écrit. Ce n'est pas ce que nous aurons eu, que nous aurons possédé, non, c'est ce que nous aurons écrit. Et c'est cela qui va déterminer ce que nous avons été, parce qu'on nous jugera sur ce qu'on aura écrit. Ça m'a marqué. Et finalement, oui, c'est ça. Nous partons tous, nous n'embarquons rien, mais c'est ce qu'on aura écrit. Et la pensée, on ne la met pas en prison. Vous savez, moi, un élément qui m'a également déterminé à écrire, ce sont les menaces qu'on a fait peser sur ma personne. Menaces directes de me mettre en prison. Menaces indirectes de s'en prendre à moi, aux miens. Et j'ai dit, bon, mais quitte à aller en prison, allons-y, mais au moins j'aurais écrit quelque chose. Et parce qu'on ne met pas un esprit en prison,
on n'est pas une âme en prison. Le corps peut en souffrir, mais l'âme restera. Et les jeunes qui vont m'écouter, c'est d'abord à eux, parce que si nous avons fait des erreurs, nous avons commis des erreurs, nous devons tous apprendre de nos erreurs. Et lorsque j'insiste pour qu'il y ait une commission, c'est parce qu'il y a mensonge. On ment aux Gabonais. On ment aux Gabonais quand on leur dit en un an, on a construit des châteaux d'eau. On ment aux Gabonais. Parce que ces châteaux d'eau-là, je sais comment ça a été construit. Je sais comment ça a été lancé. C'est moi qui les ai lancés. Et ce n'est pas un an. Ça prend 18 à 24 mois pour construire un château d'eau. Donc, lorsqu'on gère l'État, on ne peut pas faire de tels mensonges. Lorsqu'on dit qu'on a fait l'usine de gaz avec Perenco à Port-Gentil, c'est un mensonge. L'usine de Batanga, c'est Ali Bongo et son gouvernement qui ont décidé, qui ont mis en place les conditions pour que ça se fasse. Et donc, j'ai tenu à écrire cela. Les anecdotes, c'est aussi de prendre mon volant de ma voiture pour aller à Makoko. Et de me souvenir qu'à Kougouleu, nous avons lancé les travaux de la Transgabonaise. Et de rouler sur cette route qui a été réhabilitée jusqu'en Silé et d'entendre dire que la Transgabonaise s'est accélérée par les nouvelles autorités. Ce sont des choses qui sont marquantes. Lorsque je fais au vent Makokou, j'entends les gens dire « Ouais, mais Bibi Dizo a été ministre longtemps, il n'a pas fait au vent Makokou. » Mais devenu Premier ministre, c'est moi qui ai négocié 150 milliards avec BGFI. Donc, 60 milliards ont été décaissés au mois de juin 2023, précisément pour lancer les travaux au vent Makokou, que j'avais annoncé au mois de juillet, pour lancer les travaux de finition Chibanga-Ndende, pour finir également Chibanga-Mayumba, il restait 6 km, mais aussi pour finir Port-Gentil-Omboué, il restait une douzaine de kilomètres. Nous avons fait cela. Et la BGFI, pour décaisser cet argent, avait demandé qu'on indique les tronçons routiers qui seront pris en compte. C'est moi qui ai signé le courrier à BGFI pour indiquer les tronçons routiers. Quand j'entends dire aujourd'hui que ça a été fait par les nouvelles autorités, c'est un mensonge. Disons aux Gabonais, l'État est une continuité. Ceux qui arrivent poursuivent ce qui a été là. On ne peut pas remettre en cause systématiquement ce qui a été fait. Il ne faut pas que les jeunes Gabonais entendent ça et prennent ça pour la réalité. C'est pour ça que dans ce livre, j'indique qu'avant que finalement notre mémoire ne chancelle et que les vivants s'en aillent, il faut écrire. Il faut écrire parce que c'est ça qui va rester. 6 mois d'écriture entre Libreville, Makokou, parfois des déplacements à l'étranger, je suis avec des collaborateurs, nous discutons et puis quelque chose revient, j'ai mon petit carnet, je vais noter. J'ai toujours écrit dans mes petits carnets avant ensuite de saisir sur l'ordinateur. Et aujourd'hui avec le téléphone portable, la moindre petite idée qui arrive, on enregistre, on fait quelque chose. Donc c'est ça l'environnement qu'il y a eu. J'ai lu beaucoup d'auteurs gabonais qui m'ont marqué, des jeunes comme des anciens, et il y a des citations dans les différents chapitres de Maurice Okumba Kogé à Ndouna Depeno. Il y a des petits renvois, des petits rappels, des choses qui ont également marqué ma petite enfance. L'intérêt, ce n'est plus une œuvre de fiction. C'est un essai qui dit ma part de vérité. Je pense que si chaque dirigeant, si chacun des ministres, chacune des personnalités qui a pu accompagner Ali Bongo, ou avant lui, Omar Bongo, si chacun pouvait dire la part de ce qui a pu être fait, nous aurions une lecture plus saine et nous aurions un débat qui sortirait du débat de personne. Vous savez, aujourd'hui, je le dis simplement, on nous parle de libération. Je dis que le Gabon est sous occupation. Quand il y a un couvre-feu depuis un an, ce n'est pas la libération, c'est l'occupation. Quand vous avez des militaires qui occupent des postes civils, ce n'est pas une libération, c'est l'occupation. Je le dis très simplement, parce que c'est démontré par les faits. Et ces faits-là, c'est qu'aujourd'hui, il y a une kyrielle de personnes qui sont payées pour m'insulter sur les réseaux sociaux, qui sont payées pour m'empêcher de parler, qui ne veulent pas que je m'exprime. Mais de quoi a-t-on peur? Je n'ai pas d'armes. Et le général qui dirige la transition a lui-même dit à Chibanga que Billy Bizet n'a pas d'armes. C'est un homme politique. Je n'ai pas d'armes.
Et je ne crois pas aux armes. C'est pour ça que je suis contre les coups d'État. Les armes, c'est fait pour protéger l'État, la nation, la République, la population. Voilà à quoi servent les armes. Mais dans nos quartiers, les gens sont agressés. Même les policiers sont agressés. Dans nos quartiers aujourd'hui, on voit bien que l'immigration clandestine se poursuit. On voit bien que la drogue envahit nos quartiers, la violence envahit nos quartiers. Nous sommes sous un régime militaire, mais jamais l'insécurité n'a été aussi grande, malgré le couvre-feu. Voilà les vrais sujets qu'il faut régler. Ce que je dis, moi, dans ce livre, c'est qu'il a dit qu'il venait pour restaurer les institutions et ensuite rendre le pouvoir aux civils. C'est ce que nous attendons. Or, un an plus tard, il n'y a aucune institution qui a été restaurée. Aucune, zéro. On n'a pas dit aux Gabonais, institution par institution, voici le diagnostic qui a été posé. L'Assemblée nationale, le Sénat, ça a dysfonctionné à tel endroit, et voici comment on va corriger. On n'a pas dit aux Gabonais, la présidence ou le président, voici les dysfonctionnements. Le gouvernement, voici, il n'y a pas eu cela. Nous sommes sortis donc de la question de la restauration des institutions pour rentrer maintenant dans, voilà, on va construire les routes, on va endetter le pays, on va faire telle chose. Il est bon que tout ça se sache. Et quand je demande une commission vérité, justice et réconciliation, c'est sur la question des crimes de sang, sur la question de la répression qu'il y a eu, mais c'est aussi sur la question économique. Quand on a 7 000 milliards de dettes, ou plus, mais cet argent est passé où? Que ceux qui ont géré viennent répondre. Moi, j'entends dire, bah voilà, voici les routes de Béni-Bizet. Je n'ai jamais été ministre des routes. Mais qu'on demande à ceux qui ont géré les routes. Il y en a aujourd'hui dans ce gouvernement-là qui ont été sous le gouvernement d'Ali Bongo, mais qu'on leur pose la question, puisqu'ils ont été jugés bons pour être là. Et moi, je suis, à l'heure où je parle là, militant du PDG. Je ne sais pas pour combien de temps encore, parce que vu l'orientation que prend le PDG, je ne sais pas si on va continuer à cheminer ensemble. Mais ce que je dis, c'est qu'on a dit que le PDG est mauvais. C'est le PDG qui a gaspillé le pays. Mais comment ça se fait qu'à tous les échelons des institutions de la transition, on trouve d'éminents PDGistes à la tête de l'Assemblée nationale, je dirais même à la tête du Sénat. Elle a fait 19 ans au gouvernement, grand militant du PDG. À la tête du Conseil économique et social, c'est quelqu'un qui a été grand militant du PDG lui aussi. Au niveau de la présidence, on trouve des membres du bureau politique du PDG, des membres du comité permanent du PDG, on en trouve au gouvernement, on en trouve à l'Assemblée nationale, on en trouve au Sénat. Donc, si le PDG a été mauvais, que font-ils dans ces institutions-là? À moins qu'on nous cache quelque chose. Et donc, l'écriture aussi, c'est pour que les Gabonais comprennent ce qui s'est passé. Et on veut m'empêcher d'expliquer à nos compatriotes la réalité de ce coup d'État, qui en fait est un coup d'État contre l'alternance. Ce n'est pas tant contre Ali Bongo, c'est contre l'alternance. Si c'était contre Ali Bongo, puisqu'on nous dit qu'Ali Bongo a déclaré en mars 2023 que pendant 5 ans, il n'a pas été là, il n'a pas dirigé, puisqu'on nous le dit. Mais pourquoi à ce moment-là, ils n'ont pas fait le coup d'État là, sur place? Pourquoi avoir accompagné Ali Bongo ensuite dans toute une tournée républicaine où tous les commandants en chef étaient là? Ils lui ont rendu les honneurs militaires. À qui rendait-il les honneurs alors, c'était plus Ali Bongo qui commandait? À qui est-ce qu'il partait rendre ces honneurs militaires-là, puisqu'il ne commandait plus? Toute une tournée républicaine avec tous les commandants en chef de toutes les forces. Après toute une campagne électorale dans tout le Gabon. Et on attend la proclamation des résultats pour dire qu'on a voulu sauver le peuple. Non, il y a un problème. Et on ne veut pas que je parle pour ne pas dire ces choses-là, mais qu'on se rassure. Ayant géré une parcelle de l'autorité de l'État, moi j'ai prêté serment. Je demande à la commission, pour qu'à l'occasion de la commission, je sois libéré de ce serment-là et qu'on puisse parler. C'est ce que je demande. En janvier 2024, Madame Isambo, à l'occasion de la présentation des vœux, a demandé la mise en place de cette commission. Elle n'en parle plus. Il y a dans ce gouvernement des gens qui ont dit qu'il y a eu 500 morts, qu'il y a des charniers. Ils sont maintenant ministres. C'est l'occasion de faire triompher la vérité. Puisqu'Ali Bongo n'est plus là, que ceux qui ont empêché la vérité ne sont plus là. C'est l'occasion de faire triompher la vérité. Discutons-en. Madame Isambo, elle est à la tête du Sénat. Elle peut ouvrir des commissions d'enquête parlementaire. Elle en a les capacités, elle en a les moyens. Pourquoi on ne le fait pas? Quel est le problème exact qu'il y a à ça?
Pourquoi on ne veut pas en parler? Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas que les Gabonais sachent ce qui s'est passé? Je vous dis encore une fois, moi je refuse de porter le chapeau. Je refuse cette fois-ci de me taire et que l'opinion publique et le Gabon retiennent que c'est les Bilibizé. Non, je n'ai jamais donné d'instruction. Je n'ai jamais été dans la chaîne de commandement militaire ou sécuritaire de notre pays. Jamais. Et les militaires n'obéissent pas à un civil qui n'est pas dans la ligne de commandement direct. Je n'étais pas dans la ligne de commandement. Je n'étais ni ministre de l'Intérieur, ni ministre de la Défense, ni président de la République. Et au moment des événements de 2016, je n'étais pas Premier ministre. Et en 2023, comme Premier ministre, j'ai pris mes dispositions pour que aucun événement de cette nature ne se produise. Donc voilà ce que je peux dire. On peut en parler, c'est pour ça qu'il y a le livre. Et j'invite les compatriotes à lire ce livre et à essayer de lever le débat. Ceux qui estiment que leur métier est de m'insulter, j'ai aucun problème avec ça. Parce que j'essaie d'être magnanime en me disant, si en m'ayant insulté, ils peuvent rentrer chez eux, ayant récupéré l'argent des insultes sur Bilibizé pour nourrir leur famille, écoutez, j'aurais servi à quelque chose malgré moi. Donc je ne vais pas faire en sorte que des enfants de Gabonais ne mangent pas parce que finalement leurs parents ne trouvent ces ressources-là que quand ils m'insultent. Bon, mais qu'ils aillent. Ça va les aider un peu, mais il n'y a pas de problème pour ça. Personne ne me fera taire. Je vais continuer à expliquer. Et dans les jours à venir, je rentrerai dans les quartiers pour parler avec mes compatriotes, être à l'écoute et passer un message. Ce message concernera les faits qui sont dans le livre. Mais dans le livre, je parle aussi des institutions. La constitution qui nous est proposée n'est pas acceptable. Ni pour nous, ni pour nos enfants, encore moins pour nos petits-enfants. Elle nous met au banc de la communauté internationale. Elle est en violation de toutes les règles de droit international. Elle est en violation de notre vivre ensemble. On ne peut pas faire des sous-gabonais dans un même pays. On ne peut pas renier le droit de sang. Le droit de sang, c'est dès qu'on a un parent gabonais, un seul parent gabonais. Vous êtes gabonais. Le droit du sol, c'est que le code de la nationalité, le premier code adopté en 1962, a indiqué tous ceux qui vivent au Gabon le 17 août 1960. Tous ceux qui étaient au Gabon sont réputés gabonais, sauf si quelqu'un renonçait. Donc tous ceux qui étaient sur le territoire du Gabon le 17 août 1960 sont gabonais d'origine. C'est écrit dans le code de la nationalité, au titre de la nationalité d'origine. Ce qu'on nous invente aujourd'hui n'a aucun sens, ni juridique, ni politique. Une constitution, c'est un projet d'avenir. Ce sont des hommes et des femmes qui se réunissent et qui se disent qu'est-ce qu'on veut pour notre pays? Comment on voit notre pays dans 50 ans? Or, ce projet-là, s'il est mis en œuvre, dans 50 ans, le Gabon n'existe plus, puisqu'on pratique l'exclusion. On exclut ceux qui ont 70 ans. Pourquoi? Pourquoi à 70 ans, on ne peut pas être président, on peut être député? Mais le député vote la loi. Ce n'est pas le président qui vote la loi, c'est le député. Donc si la loi est mal votée, le président va appliquer quoi? Pourquoi est-ce qu'on exclut ceux qui portent un handicap physique? C'est quelle histoire? Ça vient d'où? Qui a dit que celui qui a un handicap physique, qui a un pied beau, qui a un bras qui ne fonctionne pas, n'est pas apte à diriger? Pourquoi? Ce n'est pas les militaires. Il ne s'agit pas de recruter dans l'armée le certificat de toise. C'est la question de la gestion de l'État. Donc sur cette constitution, j'irai en campagne. Ce n'est pas modifié, j'irai en campagne pour faire échec à cette constitution. Vous savez, moi je suis un enfant du Gabon. Je vis au Gabon et moi j'ai ma famille qui est dans les quartiers de Libreville, ma famille qui est à Makokou, et ce sont des familles gabonaises. Et donc la question de la vie chère, quand je suis nommé Premier ministre, j'en fais une priorité. Et d'ailleurs, dans le gouvernement, on a un ministre d'État en charge de la lutte contre la vie chère. J'en fais une priorité. Et à l'Assemblée nationale, j'en fais le premier point, l'axe 1 de mon action gouvernementale, la lutte contre la vie chère. Nous avons convoqué des assises, d'abord provinciales. Des ministres ont été dans toutes les provinces du Gabon à l'écoute des populations pour savoir par quoi est-ce que nous devons agir. Nous avons fait des assises nationales qui ont permis d'identifier les nœuds et les clés qu'il fallait pour essayer de régler un tant soit peu cette question-là. Et à la clôture des assises, j'ai fait un discours. Et dans ce discours-là, j'ai indiqué
des efforts déjà consentis par l'État et les efforts que l'État allait continuer à consentir. Et j'ai dit dans ce discours-là, il faut aussi que nous interrogions nos modes de fonctionnement, nos modes de consommation. Parce que parfois, nous faisons des dépenses qui ne sont pas utiles, qui ne sont pas nécessaires. Et j'ai pris un exemple. Je dis, lorsqu'on gagne 300 000 francs CFA par mois et qu'on achète un iPhone qui coûte 1,5 million, je trouve que ce n'est pas une dépense qui est utile. Lorsqu'on le fait, on vit au-dessus de ses moyens. Voici ce que j'ai dit. Et de là, les Gabonais ont tiré que Billy Bézé a dit que les Gabonais vivent au-dessus de leurs moyens. Quand on est dirigeant, on a un devoir de vérité. Quand on est dirigeant, on a un devoir de pédagogie. Aujourd'hui, on entend des Gabonais dire au quartier, c'est la vie du paraître. Mais qu'est-ce qu'on appelle la vie du paraître, sinon vivre au-dessus de ses moyens? On entend les Gabonais dire la vie du paraître. Ça veut dire quoi? Il faut donc que chacun comprenne. Moi, je n'ai pas insulté les Gabonais. Je n'ai pas dit que les Gabonais vivent au-dessus de leurs moyens. J'ai dit que l'État doit accompagner la lutte contre la vie chère. Et mon gouvernement a adopté une nouvelle mercuriale en juillet 2023, qui a commencé à être mise en œuvre et le coup d'État a interrompu tout ça. On a levé certaines barrières de police et de gendarmerie sur les routes pour alléger la question des contrôles routiers. On a réduit le coût du carburant, notamment pour les transporteurs, nous l'avons fait. Nous avons maintenu la subvention sur la farine de blé pour le pain, on a maintenu le prix du pain, on a continué avec une nouvelle mercuriale. Je n'ai pas tous les détails, mais cela a été rendu public. Et j'ai dit en responsabilité qu'une fois que l'État a fait cela, il faut aussi que nous-mêmes, nous ajustions nos modes de consommation. Et j'ai pris cet exemple-là en disant, quand on a 300 000 CFA par mois et qu'on achète un téléphone qui coûte 1,5 million, ce n'est pas tout à fait judicieux. Parce que ce 1,5 million-là aurait pu servir à faire un investissement. On achète un congélateur, on fait du commerce, c'est un investissement. Ça va générer de l'argent. On achète un smartphone, c'est de la consommation. Et c'est ce que j'ai indiqué. Si c'était à redire, je le redirais dans des termes peut-être différents. Mais j'expliquerai à mes compatriotes que nous devons tous faire des efforts. L'État gabonais lui-même vit au-dessus de ses moyens. C'est pour ça qu'il y a l'endettement. On ne s'endette pas aujourd'hui que pour investir. Attention, l'État s'endette aussi aujourd'hui pour payer les fonctionnaires, pour payer son fonctionnement. Donc l'État gabonais vit au-dessus de ses moyens. Et on s'en inquiète. Autant on s'en inquiète pour l'État, autant on a le devoir de s'en inquiéter pour les foyers. Ça ne veut pas dire que l'État ne doit pas faire des efforts pour les foyers, pour les ménages. Au contraire. Mais les ménages doivent aussi s'ajuster. Si ça a été mal entendu, si ça a été mal compris, j'en suis désolé. J'ai peut-être eu les mauvais termes, mais le fond de ma pensée, c'est cela. Pourquoi choisir une année sociale? Elle s'adapte à tous les profils, travailleurs salariés, publics privés, travailleurs indépendants, personnes économiquement faibles. Elle couvre le reste à charge de toute branche d'assurance maladie. Mettre les logos d'assurance privée disponibles inclut celui de l'ACNAM-GS. Elle couvre par des remboursements la totalité des dépenses de santé, médecine générale, médecine spécialisée, séjour hospitalier et actes opératoires, laboratoire et médicaments, maladies courantes et longue durée, les besoins en optique, etc. Elle rembourse le ticket modérateur plus GAP, ACNAM-GS, le tiers payant, assurance privée. Elle octroie des aides sociales, naissance, mariage et décès. Elle met à la disposition de ses adhérents une assistance sociale, immatriculation ACNAM-GS, une cellule d'écoute et d'assistance administrative. Elle effectue des remboursements dépenses santé à l'international, exclusivement zone France. Pour plus d'informations, appelez au 062 55 35 23. 062 55 35 23.